Voilà, nous sommes de retour pour le dernier volet de notre première journée de l'environnement. Donc, nous vous parlons ici du ministère au Kirchberg et pour vraiment clôturer ce cycle de différents sujets, nous allons donc encore aborder l'air et le bruit. On est parti ce matin avec la forêt et la biodiversité, en passant par le sol et les ressources. Puis nous avons parlé donc de l'eau et des cours d'eau. Et là, nous passons donc au dernier chapitre, donc l'air et le bruit. Et là aussi, il y a des sources anthropogènes, donc des problèmes. Pour vous donner une première petite vue d'ensemble, il y a 3 collègues qui sont parmi nous, qui vous feront donc des présentations. Pia Danzev commencera avec un aperçu général de la thématique pour passer ensuite entrer dans les détails donc concernant l'air et la pollution sonore. Voilà, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Alors, la qualité de l'air est toujours un sujet en Europe. Pour l'instant, la pollution atmosphérique demeure la principale menace environnementale pour la santé en Europe, avec plus de 400 000 décès prématurés dus à la pollution atmosphérique chaque année au sein de l'UE. La pollution sonore arrive en deuxième position, contribuant à 12 000 décès prématurés. Et au Luxembourg, ce serait donc 300 personnes concernées. Alors, responsables pour cela, ce sont les particules fines, l'ozone et les oxydes d'azote. Lorsqu'on parle de la pollution atmosphérique, on parle de deux grands émetteurs. Donc, on a les émissions qui passent par le vent sur de longues distances. Également, nous avons donc les oxydes de nitrate et les particules fines qui proviennent de la circulation routière, du chauffage. Pour l'ozone, il n'est pas directement émis, mais il se crée sur base d'autres substances comme les oxydes, mais aussi dû à une forte intensité de soleil. Alors, nous avons quelques stations pour mesurer donc la pollution atmosphérique. Et lorsqu'on se penche un peu plus sur les émissions polluants atmosphériques, nous pouvons donc constater une tendance à la baisse. À différents niveaux, nous avons vraiment une baisse importante. Pour les particules fines, par exemple, au cours des années 90, lorsque la sidérurgie a changé de matériel, là, par exemple, on a constaté une diminution très claire. Ensuite, aussi, pour les oxydes et pour l'industrie, pour le parc, pour les voitures, pour tout ce qui est circulation, donc on a une réduction également. Mais je vous parlerai principalement donc de la qualité de l'air et l'administration de l'environnement. On dispose de plusieurs stations où nous mesurons donc la qualité de l'air. Nous avons plusieurs réseaux pour ce faire. Tout d'abord, donc, pour la surveillance en continu, le réseau télémétrique. Donc, chaque heure, on a une valeur qui est publiée. Ensuite, le réseau des poussières fines. Là, nous mesurons les poussières fines et les contenus des poussières fines de manière beaucoup plus précise encore. Mais là, il faut toujours attendre l'analyse au laboratoire pour pouvoir publier les valeurs. Là, on obtient les valeurs avec un certain décalage.
Ensuite, nous avons donc le réseau Berghof, plus au sud du pays, autour des sites sidérurgiques. Il y a une cinquantaine de placettes où nous mesurons donc la poussière et les métaux lourds, et nous avons une valeur qui est communiquée par mois sur umwelt.lu. Et puis le biomonitoring, donc sur plusieurs mois, on expose certaines plantes pour voir à quel point elles absorbent les poussières, les polluants, etc. Alors, nous avons encore des campagnes de mesures spéciales dans le cadre du pacte climat, donc en collaboration avec les communes, des mesures qui se font toutes les 2 semaines pour la 4e année consécutive déjà. Donc, c'est un projet tout à fait intéressant. Chaque commune peut regarder où elle se situe en comparaison avec les autres communes. Et puis, une autre campagne que l'on pourrait citer, c'est la campagne de 2018-2019. On a fait un état des lieux autour de l'aéroport. Et là aussi, vous pouvez retrouver les valeurs, les résultats sur umwelt.lu. Alors, lorsqu'on prend les différents paramètres, on a le dioxyde d'azote. Donc ça, c'est un paramètre qui nous a posé problème ces dernières années parce qu'on avait vraiment un dépassement du seuil européen. Donc de la concentration en NO2, et il y a différents sites de mesure où on a pu constater cela. C'est ponctuel, mais on a eu quand même un dépassement des seuils et on a dû prendre des mesures pour agir. Alors, ces dernières années, on a réussi à réduire les valeurs, donc à aucun endroit on n'a plus de dépassement. Bon, il faut dire aussi que l'année 2020 était quand même une année assez spéciale parce qu'il y a eu beaucoup moins de circulation que les autres années. Mais de manière générale, nous n'avons plus de grands problèmes, plus de difficultés à respecter ces valeurs seuil. Alors, si nous passons donc à un autre polluant, c'est l'ozone. Alors, vous voyez ici les pics d'ozone. C'est surtout un problème qui se présente en été, donc avec un ensoleillement fort, où on a des seuils d'ozone qui sont dépassés, et on avait donc jusqu'à 4 pics, jusqu'à 4 dépassements des seuils européens de 180 microgrammes par mètre cube. Bon, l'année dernière, on n'en avait pas, mais ceci est peut-être dû au fait qu'on avait beaucoup moins d'oxyde d'azote, mais l'écologie joue vraiment un grand rôle. Donc, nous pouvons le constater ici pour l'année 2003. Là, on avait beaucoup de cas parce que c'était une année avec beaucoup de canicules. Il faisait très, très chaud. Et donc, la météorologie joue un rôle crucial pour l'évolution donc de ces valeurs. À partir de 160 microgrammes par mètre cube, on réduit la vitesse sur les autoroutes à 90 km/h, et c'est comme cela qu'on essaye de réduire donc la charge ou la pollution par l'ozone. Bon, il faut toujours travailler, continuer à travailler dans ce sens-là pour les oxydes d'azote aussi. Et puis un dernier polluant que je voudrais présenter, donc les particules fines dans l'air. Lorsque vous regardez ce graphique, vous pouvez constater qu'on se situe plutôt bien par rapport au plafond, par rapport aux seuils européens qui ont été retenus. Bon, on a encore de la marge par rapport au seuil, et nous avons une situation plus ou moins stable également. Mais il faut dire que la valeur de l'Organisation mondiale de la santé se situe à 20.
microgrammes par mètre cube, donc à la moitié du seuil retenu par l'Union européenne. Donc peut-être qu'on aura encore de nouvelles valeurs au cours de cette année-ci. Et donc, on aura peut-être une adaptation. Donc, si ça se trouve, l'image sera différente une fois que les seuils auront été adaptés. Donc, peut-être que de nouveaux efforts seront nécessaires pour réduire ces valeurs de particules fines. Alors, brièvement, quelques mots par rapport à la pandémie. Il y a eu pas mal de questions. Qu'en est-il de la qualité de l'air dans le cadre de la pandémie? Eh bien, il faut dire que nous avons uniquement constaté un impact au niveau des dioxydes d'azote. Donc, vous voyez l'évolution au cours de ces 3 dernières années à la gare d'Esch. Par exemple, il y a une tendance à la baisse. Donc, il faut dire aussi que pendant le premier confinement, on avait une baisse claire et nette donc, de la circulation, du trafic. Et donc, cette baisse est plutôt logique. Donc ça, c'est vraiment un phénomène à constater là où il y a beaucoup de circulation. Ici, pour l'année 2020, donc à gauche, la télémétrie, les résultats télémétriques, et puis à droite, les mesures qui ont été réalisées avec les communes. Donc dans le cadre de la campagne Climat Pacte, grâce à la méthode des tubes passifs. Et lorsqu'on prend tout le territoire du Luxembourg, lorsqu'on compare la situation de mars 2020, donc le premier confinement, avec mars 2019, il y avait quand même une amélioration par rapport aux dioxydes d'azote. Alors, en ce qui concerne les oxydes d'azote, on a constaté des dépassements à cet endroit. Il y a des plans qui ont été élaborés, le plan national de la qualité de l'air. Il y a eu une consultation publique qui a eu lieu. On revoit tout ça. On essaye d'intégrer cela dans le plan et on pense que d'ici 3 ans, il faudrait pouvoir respecter les seuils à tous les endroits du pays. Et c'est toujours la circulation routière qui constitue la cause principale donc, des concentrations de dioxyde d'azote. Donc, c'est surtout les voitures diesel qui constituent un grand problème ici. Et il s'agit donc avant tout de réduire la circulation, d'éviter cette circulation massive, donc de miser sur la mobilité douce, les vélos, la marche à pied, et puis trouver des alternatives comme l'électromobilité. Voilà, je pense que ce sont donc des mesures destinées à améliorer la qualité de l'air au niveau local. Il faut dire aussi que les nouvelles normes européennes ont quand même eu un certain effet sur les concentrations de polluants. Donc les concentrations se sont vraiment beaucoup améliorées. Parallèlement à cela, on travaille également sur les sources d'émissions. Donc, de manière un peu plus générale, on essaye de voir la problématique des émissions. Et là, je voudrais passer la parole à Marc Schumann pour donc parler des émissions, tout ce qui peut être fait à ce niveau-là et quelles sont les tendances. Oui, merci beaucoup, Pierre. Alors, je voudrais plutôt parler des mesures générales que nous avons
élaborés pour améliorer la qualité de l'air de manière générale. Donc, nous procédons à un contrôle de la pollution atmosphérique. C'est un plan qui est dirigé par une directive européenne, qui est demandé aussi par une directive européenne et qui se base sur différents polluants, le dioxyde de soufre, l'ammoniac, les composés organiques volatiles non méthaniques, les oxydes d'azote, etc. Alors, les mesures prises concernent vraiment tous les secteurs, pas uniquement les transports, où nous avons des problèmes locaux, ponctuels, mais ici, on vise vraiment à la fois l'industrie, les ménages, la population, l'agriculture, donc vraiment tout secteur confondu pour réduire la pollution de l'air. Car différents polluants se retrouvent plus spécifiquement dans des domaines précis, mais pas uniquement. Et dans le cadre de ce programme qui se trouvait en consultation publique, qui a été finalisé, il y a des commentaires qui ont été repris. Eh bien, là, on passe à la mise en œuvre du plan. Toutes les mesures y sont décrites, les mesures que nous souhaitons mettre en œuvre. Donc, pour le secteur des transports, on parle de l'électromobilité, par exemple. On parle d'un passage à une mobilité douce, plus durable, donc marcher à pied, préférer les transports en commun, et puis des mesures spécifiques également pour l'agriculture ou pour les ménages privés. Lorsqu'on regarde l'évolution des émissions, par exemple les oxydes d'azote, vous le voyez sur le graphique à gauche, eh bien, à un moment donné, on avait une diminution des émissions grâce au changement de la sidérurgie, donc les hauts fourneaux qui ont été équipés d'une nouvelle technique, les fours, et aussi parce qu'on avait des voitures de diesel. On a les exportations de diesel, de combustible, enfin on a parlé du tourisme d'essence, donc les gens qui viennent faire le plein au Luxembourg. On avait un pic en 2005 pour ces ventes-là. Et étant donné que le parc de véhicules était tel que les normes européennes prévoyaient déjà une diminution des oxydes d'azote, eh bien, ces mesures n'ont pas vraiment fait de l'effet. Il y a eu le scandale lié au diesel où les constructeurs d'automobiles n'avaient pas bien travaillé, pas comme il le fallait selon les directives. Et ces dernières années, nous pouvons observer que les normes européennes, surtout la 6D, qui est en vigueur pour le parc de véhicules, donc commence à faire de l'effet. Aussi, la norme 6 pour les camions, qui demande donc les catalysateurs d'AdBlue, qui fonctionnent bien, et cela permet donc de réduire les niveaux. Mais il faut que d'autres mesures soient prises dans le domaine de l'industrie. Là aussi, on a prévu des catalysateurs pour réduire les émissions d'oxyde d'azote. Alors, en rouge, en pointillé, vous voyez donc l'objectif à atteindre, donc la réduction par rapport à 2005. Donc ici, une réduction de 84%. Et la courbe que vous voyez, c'est ce que nous prévoyons sur base des mesures prises.
En partie, ces mesures ont été prises en synergie avec le plan national pour le climat et l'énergie, parce qu'on essaye de promouvoir l'efficacité énergétique également, et tout cela a des conséquences également donc sur les émissions. Et lorsqu'on met en œuvre ces différentes choses-là, alors nous prévoyons donc d'atteindre cet objectif en 2030, mais vraiment on l'atteindra de justesse les dernières années, mais ce sera vraiment une surveillance continue qui sera nécessaire pour pouvoir atteindre ces différents seuils. Alors, pour ce que vous voyez à droite, ce sont les composants organiques volatiles. Là aussi, nous avons une baisse en continu. Donc, donc on a une baisse jusqu'en 2010. Après, ça stagne un peu, ça se stabilise. Et donc, là aussi, c'était les hauts fourneaux électriques qui jouent un rôle crucial. On est passé d'un combustible avec des émissions massives qui a beaucoup ou qui dégage beaucoup de composants organiques volatiles. Et pour les nouveaux procédés électriques, on n'a plus cet effet-là. Mais pour les solvants, par exemple, les solvants, on les utilise tout le temps. Les peintures, par exemple, avant, c'était basé sur les solvants. Maintenant, on essaye d'éviter l'utilisation de solvants. C'est sur base d'eau. Et là, donc, à l'avenir, ce sera difficile d'avoir des réductions encore. Et il faut vraiment regarder où on a des domaines où on utilise encore les solvants, parce que nous utilisons tous des solvants à la maison sans vraiment le savoir, sans s'en rendre compte. On a des détergents, par exemple, pour laver les vitres, et là, partout, il y a de l'alcool. Et l'alcool s'évapore, c'est génial, on n'a plus de marque sur les vitres, mais quand ça s'évapore, on a une émission dans l'air, et c'est quand même quelque chose qui est comptabilisé comme étant une émission. Et la même chose vaut pour l'industrie. On utilise donc différents produits pour nettoyer des produits avant de les peindre, avant d'appliquer de la laque, par exemple. Donc, il y a des procédés qui travaillent avec des produits. Il y a de petites entreprises qui ne tombent pas sous les mesures, qui prennent quand même des mesures, et on essaye vraiment de voir comment ces petites entreprises, dans leurs pratiques quotidiennes, peuvent atteindre des réductions. Cela concerne des mesures vraiment très basiques, comme tout de suite fermer le pot de peinture à des mesures plus complexes, voilà, ouvrir tout un tonneau et insérer le seau d'eau et laisser tout s'évaporer, etc. Mais les mesures sont limitées. Et donc, on prévoit qu'on se situera vraiment juste en dessous de ce seuil, et il faudra le suivre de tout près afin d'éviter un dépassement, ou un redépassement de ce seuil. Et il y a un facteur qui pourrait jouer un rôle crucial, c'est la biomasse, la combustion de biomasse. Lorsqu'on brûle du bois, eh bien là aussi on a des émissions, et là il faut vraiment veiller à ne pas prendre des mesures dans le domaine du climat, de les encourager, de les promouvoir, mais qui sont des mesures qui causent des problèmes à d'autres endroits. Ici par exemple, aussi pour les particules fines, comme Pierre l'a déjà dit, pour les particules fines, on a atteint un bon niveau en termes de qualité de l'air, mais une fois que les seuils seront baissés, on aura des problèmes. Pour l'ammoniac, la source principale, c'est l'agriculture, à raison de 90%. C'est l'élevage surtout.
mais également donc le lisier, le purin, la gestion et l'épandage du purin, le nombre de bêtes, mais également donc les étables. Comment est-ce qu'on gère les étables, comment est-ce qu'on travaille, et puis l'alimentation, la nourriture aussi des animaux. Tout cela peut jouer un rôle et on voit donc que dans les années historiques, les valeurs ont augmenté, puis on a eu une stagnation et il y a eu quelques fluctuations dues à des mesures qui avaient été prises pour le lisier, le purin par exemple. Et là, récemment, on constate de nouveau une petite augmentation jusqu'en 2017 à peu près. Et ceci s'explique par le fait que les quotas de lait ont été abandonnés. Et donc, pour un petit pays, cela mène à une augmentation des émissions parce que les agriculteurs ont adapté leur exploitation. Et donc maintenant, le ministère de l'Agriculture est en train d'élaborer des mesures pour contrecarrer cette tendance. Voilà, il y a un petit déphasage par rapport à ce que nous avons calculé maintenant, car pour l'instant, cette projection se base encore sur une vieille méthode, mais que nous évitons pour l'instant. Donc, dans les mois à venir, ce sera adapté parce qu'il faut toujours compter un certain temps avant de pouvoir procéder à ce recalcul. Donc, on recevra de nouvelles valeurs des collègues de l'agriculture et nous allons donc constater et observer que nous allons donc revenir au seuil à atteindre pour 2030. Ces mesures sont alignées sur le plan de développement rural qui a été retenu par l'agriculture. Et là, il y a des mesures supplémentaires pour l'agriculture, par exemple pour le lisier, purin, donc de nouvelles technologies qui seront lancées, qui seront promues au début, ou encore l'alimentation des animaux qui sera changée, qui sera adaptée pour réduire les émissions d'ammoniac. Pour les particules fines, en bas, à droite, là on a le même phénomène des hauts fourneaux. Donc, quand on a remplacé les hauts fourneaux qui étaient de forts émetteurs, qui ont été remplacés donc par des fours électriques, à ce moment-là, on a constaté cet effondrement des valeurs et après, ça s'est plutôt stabilisé. L'une des mesures consistait à revenir sur les filtres des particules diesel pour l'industrie générale, parce que là, on avait encore la combustion qui utilisait donc des filtres et on a vraiment essayé de réduire les valeurs à ce niveau-là. Et là, les valeurs se stabilisent aussi. On le voit sur la graphique, nous atteignons déjà le niveau à atteindre d'ici 2030. Et nous prévoyons donc un maintien de ce niveau, mais cela est possible uniquement si on augmente. Oui, parce qu'il faudra donc augmenter la biomasse pour le climat. Et lorsqu'on augmente la combustion de biomasse, alors il faut travailler avec de plus grandes installations. Alors que quand on travaille avec des petites installations dans les ménages privés, il faudrait travailler avec des pellets et plus avec des morceaux de bois. Ou alors, il faudrait même, en fonction de la
taille des installations, il faudrait avoir recours à des technologies de filtrage pour réduire ces émissions et pour pouvoir maintenir ce seuil. Donc ça, c'est vraiment un exercice de calibrage. Il faut voir cela dans la planification avec les industries, avec les installations. Par exemple, pour avoir de nouvelles implantations d'industries, eh bien, il faut avoir des réserves parce que si maintenant ces industries ont des émissions plus élevées en particules fines, eh bien, il faut pouvoir compenser. Donc, c'est quand même assez problématique et c'est vraiment à voir avec les collègues du ministère, donc pour le climat également. Il faut vraiment travailler ensemble et observer les tendances. Voilà, je pense que de manière générale, c'était la présentation des émissions. Si vous avez d'autres questions concernant la qualité de l'air ou encore les émissions, nous sommes à votre disposition pour vous fournir de plus amples informations, que ce soit par email ou maintenant dans le cadre de la séance questions-réponses. Autrement, je passe la parole à ma collègue pour la partie sur le bruit. Oui, je passe la parole à Isabelle Neglen. Nous allons maintenant avoir une vue d'ensemble sur le bruit et puis nous aurons un tour de questions. Pour terminer notre journée, bonjour à toutes et à tous. Oui, dans les prochaines minutes, j'aimerais vous parler du bruit, de la pollution sonore. Qu'est-ce que le bruit? Pourquoi est-ce important de parler de la pollution sonore dans le cadre de cette journée de l'environnement? Alors, grâce à nos oreilles, nous percevons notre environnement et d'écouter ce qui nous entoure ou de ne pas écouter, d'avoir une écoute sélective. Et nos oreilles recueillent des informations 24 heures sur 24, que ce soit de manière consciente ou non consciente. Le bruit est souvent sous-estimé. Et en période intense, on oublie parfois que l'on recueille des informations non-stop. Or, c'est un élément important pour le bien-être. Le bruit a des effets sur notre santé, comme Pierre l'a dit dans son introduction. À long terme, le bruit laisse des traces. Et d'après un rapport récent de l'Agence européenne de l'environnement, 1 personne sur 5 en Europe est exposée à un niveau de bruit supérieur à 55 décibels, ce qui est considéré nocif pour la santé. Donc, une exposition à long terme laisse des traces. Alors, l'on peut s'en rendre compte, par exemple, par des perturbations du sommeil, par des difficultés d'apprentissage, par un stress constant. Et ce qui fait que les personnes ont plus de risques de développer des maladies cardiaques. Ces 10 dernières années, le niveau de bruit a augmenté en Europe, la population, en raison de l'évolution démographique, surtout en milieu urbain, et la circulation augmente. Quelle est notre mission en termes de surveillance et d'évaluation de l'environnement sonore? Tous les 5 ans, nous faisons l'état des lieux de la situation. Nous élaborons des cartes de bruit stratégiques. Alors, cela représente un travail considérable. Ce sont des projets importants. La directive européenne nous dit quelles sont les principales infrastructures qui font du bruit et qui doivent être surveillées. Alors, d'une part, les grands axes routiers, où il y a plus de 3 millions de passages par an, l'aéroport, plus de 50 000 mouvements par an, ou les grands axes ferroviaires qui enregistrent plus de 30 000 passages de train par an, ou encore les agglomérations comptant plus de 100 000 habitants. Donc, pour toutes ces infrastructures-là, nous recevons des données de la part d'administrations, de ministères que nous traitons, que nous recueillons
pour faire des calculs en 3D pour faire un état des lieux de l'exposition au bruit. Donc, la méthodologie est prescrite dans la directive. Nous faisons ensuite une estimation du nombre de personnes concernées chaque année. Et puis, nous effectuons des mesures ponctuelles. Bon, parfois, nous allons sur le terrain, examiner la situation réelle. Et donc, c'est là qu'interviennent les mesures ponctuelles. Et puis, dans la mesure du possible, nous essayons de centraliser les données élaborées sur l'environnement sonore provenant de différentes études. Nous menons également des études dans le domaine du bruit environnemental et qui permettent de dire si le cadre légal est bien mis en œuvre ou pas. Et nous informons le public et d'autres acteurs de l'État de la situation. Maintenant, quelle est la part de ces différentes infrastructures à l'exposition au bruit? Eh bien, tout d'abord, les grands axes routiers. Il y a eu beaucoup d'immatriculation de voitures au Luxembourg ces dernières années. Et ici à droite, vous voyez deux cartes. Tout d'abord au niveau national, à droite, et puis l'espace, donc l'espace rural, l'espace urbain. Donc, il s'agit donc des grands axes routiers. Une agglomération a été définie, la ville de Luxembourg et ses communes et les communes voisines. Pour ce qui est du milieu rural, donc là, on prend comme indicateur le LDN plus de 55 décibels pour l'espace rural. Bon, la plupart des autoroutes, la 1, la 4, la 13, etc., dépassent le seuil de la directive et doivent être cartographiées. Maintenant, pour l'exercice de 2016, depuis l'exercice de 2016, l'A7 s'est ajouté et nous avons cartographié ces autoroutes, pas simplement pour les autoroutes d'ailleurs, mais nous voyons également que dans les localités, ces dernières années, il y a plus de circulation parce que le réseau routier est déjà surchargé. Alors, vous voyez les statistiques. 76 000 personnes en milieu rural exposées au bruit. Pour ce qui est des agglomérations, il n'y a pas que les grands axes qui ont été cartographiés, mais également toutes les rues qui font partie de l'agglomération, parce qu'en zone urbaine, il y a également d'autres expositions, autres que le bruit routier. Et nous voulions plutôt donner une vue d'ensemble. Et nous avons constaté que pratiquement tous les résidents dans cette agglomération sont concernés. Ils sont exposés à plus de 55 décibels. Ce n'est pas surprenant. Alors, si l'on comparait Luxembourgville à d'autres agglomérations, ce serait peut-être comparable. Par rapport au niveau européen, nous ne sommes pas une exception pour ce qui est du bruit routier. Oui, l'exposition au bruit routier est dominante. Ensuite, deuxième source de bruit au Luxembourg, le bruit aéroportuaire. Donc là aussi, nous avons fait cette cartographie et ce qui est frappant ici, vous voyez ici l'aperçu de l'agglomération. Donc une grande partie de l'agglomération est concernée parce que l'aéroport se situe à proximité. En gris, vous voyez quelques points. Donc ce sont les lieux où les personnes sont exposées. À droite, en bas, la situation nocturne entre 23 h et 7 h du matin.
Et là, nous allons même jusqu'à 45 décibels, parce qu'à cette période de la journée, ou plutôt de la nuit, on en est un peu plus sensible et il faut un sommeil réparateur pour être en forme le lendemain. Alors pour la période nocturne, 83 000 personnes concernées. Et donc là, nous avons pris 45 décibels. Nous avons diminué un petit peu l'échelle et donc beaucoup de personnes sont exposées. Alors le bruit ferroviaire. En 2016, nous avons observé une chute du trafic de marchandises. Et donc, par rapport à 2011, nous avons observé une réduction de l'exposition au bruit ferroviaire sur 3 lignes, notamment. Et malgré cette chute de l'exposition au bruit ferroviaire, les chiffres n'ont pas tellement diminué. En 2016, pour la ligne 7, circulation à double voie, il y avait les lignes 4 et 6 à Gasperich. Et bien sûr, au fil des années, le transport ferroviaire a augmenté. Donc voilà pour les cartes que je voulais vous montrer. Et nous avons mené une campagne de mesures pour vérifier sur le terrain si nos cartes étaient pertinentes. Et là, nous avons trouvé à peu près les mêmes volumes. Donc, entre les cartes et les mesures sur le terrain. Donc, pour ce qui est de l'exposition au bruit, les changements ne sont pas très importants en termes d'exposition parce que nous sommes sur une échelle qui repose sur des algorithmes. Et nous avons également fait un exercice pendant la pandémie. Nous sommes allés mesurer à différents endroits. Et comme pour la campagne de 2019, nous voulions voir quelle était l'exposition entre mars, avril, juin, une fois que les chantiers ont redémarré, que les lycées, que l'enseignement fondamental ont repris. Et il y a ici 2 points sélectionnés en ville, 2 Trapon-Pierre et Azanem. Et après le mois de juin, nous sommes arrivés au même niveau qu'avant le confinement. Et dans les différentes étapes, nous avions observé une diminution de 6 décibels, donc moins de circulation à la source. Mais au bout du compte, nous sommes revenus à la situation initiale. Donc, il faut un bon mélange de mesures pour réduire le niveau de bruit. Alors, à quoi servent toutes ces données? Le cadre légal nous dit que nous devons établir des priorités de zones locales à assainir. Et là, nous avons appliqué une méthode belge. Il ne s'agit pas simplement de tenir compte du niveau d'exposition, mais également des habitants. Et vous voyez ici l'agglomération. 20 hotspots ont été identifiés qui se trouvent sur les axes principaux qui emmènent la circulation en ville. Et puis en zone plus rurale, là aussi, nous avons 20 hotspots. Diekirch-Ettelbruck au nord et dans le sud, là vous voyez plus de hotspots. Et l'idée, c'est donc de définir des zones prioritaires pour assainissement. Et voici donc un exemple pour Dudelange-Burange,
ponts et chaussées ont aménagé des panneaux acoustiques. Vous voyez ici une image. Donc, c'est une installation considérable. Et vous voyez ici l'installation de ces panneaux acoustiques. Donc, une fois que... Donc, ici, il s'agit déjà de la phase finale de ces travaux. Pour ce qui est du bruit ferroviaire, nous avons pu identifier quelques hotspots, notamment Chifflange, et c'est récent aussi. Là, à Chifflange, 3 passages à niveau ont été supprimés. Et un mur anti-bruit a été érigé. Vous voyez ici une image, un mur anti-bruit et un mur Z. C'est un mur mixte breveté par CHL, élaboré dans les laboratoires des CHL, qui est assez particulier. Alors, grâce à ces méthodes, grâce à la mise en œuvre de ces mesures dans des plans d'action, je vous avais indiqué que nous avons reçu ces données de la part d'autres ministères et administrations. Et donc, une coopération étroite existe entre les ministères, les administrations, pas simplement pour obtenir les données, mais pour mettre en place la cartographie et pour élaborer un document stratégique pour tenir compte de ces 4 infrastructures principales. Parce que sur ces hotspots, des mesures seront proposées et qui seront intégrées dans le plan d'action. Nous avons parlé des mesures d'assainissement où les valeurs limites sont appliquées pour établir des priorités, des zones prioritaires. Mais dans les documents stratégiques, il y a encore d'autres mesures et notamment des mesures de prévention, des plans directeurs sectoriels, par exemple, ou des concepts au niveau du PAG et des PAP. Pour réduire le bruit à ce niveau-là. Ensuite, dans le document stratégique, il y a également d'autres chapitres. Réduction du bruit à la source. Il y a d'autres directives au niveau européen qui disent quel seuil ne pas dépasser. Ensuite, obstacle à la propagation du bruit, ce sont les murs anti-bruit, comme nous avons vu à Dudelange ou à Chifflange. Et dernier recours, l'isolation acoustique de certains bâtiments. Donc il faut appliquer des mesures auparavant, avant de passer à une isolation acoustique, parce que c'est une protection interne, pas externe. Ensuite, dans le plan d'action, les mesures spécifiques se font sur un cycle de 5 ans. Et une fois que les mesures sont définies, elles doivent être mises en œuvre sur les 5 ans à venir. Donc, les mesures préventives, l'assainissement dans le contexte des projets d'infrastructure, passage de la route au rail. Et dans le cadre d'autres projets, d'autres acteurs comme les ponts et chaussées ou les CHL, ils peuvent également s'attaquer à cette question du bruit et donc être proactifs. Puis il existe également d'autres dispositions pour évaluer si ces plans d'action ont été mis en œuvre ou pas. En tout cas, c'est toute une interaction qui se fait et le suivi est assuré par le comité de pilotage des groupes de travail
techniques, donc que ce soit les cartographies, les plans d'action et les responsabilités pour la mise en œuvre sur le terrain sont partagées entre différents ministères et administrations. Je voulais juste vous donner quelques exemples de mesures que notre administration a mises en œuvre au niveau national. 2 guides techniques ont été élaborés qui s'adressent plutôt au bureau d'études. Mais dans le cadre de nouveaux projets d'infrastructure, l'idée c'est d'avoir une méthode harmonisée. Alors nous avons des experts de différents pays qui ont peut-être des approches différentes et donc l'idée c'est d'harmoniser les choses. Nous l'avons fait. Nous avons élaboré un guide bruit et un guide pour les nouveaux projets d'infrastructure. Et bon, ça va un peu plus loin que l'environnement, mais nous avons également des guides à l'attention d'établissements et de chantiers. À gauche, vous voyez un inventaire de zones calmes potentielles. Là, nous avons fait un état des lieux de zones calmes. L'OMS a publié un rapport cette année qui insistait sur l'importance de prévoir des temps de pause, d'aller se ressourcer dans la nature. Je pense que c'était très positif et très utile pendant la pandémie. Donc ici, nous avons un inventaire des zones calmes potentielles. Et l'année dernière, nous avons effectué une campagne de mesures que vous pouvez consulter sur le géoportail, voir si vous êtes peut-être à proximité d'une zone calme. Ensuite, les mesures mises en œuvre par d'autres acteurs, les CFL et le ministère de la Mobilité des Transports, par exemple, des freins ont été remplacés, des freins pour le transport de marchandises. Là, nous sommes assez pionniers au Luxembourg. 50% des freins étaient déjà conformes aux exigences STI bruit. Et pour cette année, il est prévu de reconfigurer encore 21% de la flotte. À droite, un document sur la réorganisation des RGTR. Et ici, il s'agit de la flotte électrique. Bon, ici, l'échéancier est fixé à 2025. Où en sommes-nous? En septembre dernier, nous avons lancé notre enquête publique. En octobre, nous avons organisé 2 webinaires, un sur le plan d'action, route, rail, agglo. Et la deuxième journée était consacrée à l'aéroport. Ces webinaires sont disponibles sur le site umwelt.lu. Vous trouverez un lien direct. Et puis, dans la procédure, il est prévu que les résidents puissent prendre position auprès de la commune et qui ensuite envoient leur avis. Et nous avons maintenant reçu 45 avis communaux. Nous avons également reçu des avis de syndicats et d'ASBL et également 30 courriels de personnes privées. Ces 2 derniers mois, nous avons repris ces avis, nous les avons examinés et il faut le suivi possible à donner et d'adapter les plans ou de soumettre certains éléments au groupe de travail technique ou de les prendre en compte lors du prochain cycle. Alors, nous arrivons à la dernière diapositive. Quelle est la situation actuelle? Qu'est-ce qui nous attend? Au niveau européen,
Cette directive est en vigueur depuis 19 ans et maintenant, avec le nouveau pacte vert européen, des réflexions sont en cours sur la manière d'adapter cette directive, des réflexions sur les mesures existantes, sur l'efficacité de ces mesures, un modèle de cartographie fait l'objet d'une réflexion également. Et faudrait-il des objectifs de réduction? Si oui, comment les mettre en œuvre sur une période donnée? Alors, s'il y aura des modifications, c'est à voir. Et il faut voir combien de temps cela prendra pour que ces éléments soient traduits au niveau national. Alors, au niveau national, nous avons organisé un premier atelier avec des communes. Donc, nous sommes dans la phase finale du 3e cycle. Et au niveau des communes, au niveau des quartiers et des bâtiments, quelles mesures peuvent être proposées? Un deuxième atelier devait être organisé. Ce n'a pas été possible en raison de la pandémie. Nous allons le proposer bientôt. Et puis, nous devons encore établir des priorités entre les mesures et prévoir un concept pour le deuxième atelier. Alors, quel est le prochain cycle? Vous voyez ce graphique ici à l'écran. C'est le déroulé habituel d'un tel cycle. Tout d'abord, il faut identifier les infrastructures concernées. Ensuite, dans une deuxième étape, il faut cartographier les éléments. Nous en avions 4. Et puis, concertation des parties prenantes et élaboration. Le public a un rôle à jouer, est impliqué. Nous demandons toujours un avis à ceux qui sont impactés. Et dernière phase, plan d'action contre le bruit où l'on aura tenu compte des points de vue de toutes les parties prenantes. Vous voyez ici les années, donc 2021-2024. Nous sommes en 2021. Est-ce que nous pouvons faire au niveau national en parallèle des discussions au niveau européen? Nous pouvons voir quels sont les principaux défis. Alors, il y a une augmentation de la population, une plus de circulation qui en découle. Donc, c'était déjà le cas de par le passé. Cela continue sur cette voie. Donc, nous devons voir, examiner les infrastructures actuelles, les analyser et réfléchir à éventuellement des objectifs de réduction. Lors de la deuxième phase, la cartographie, eh bien, lors de la consultation publique, beaucoup de personnes auraient souhaité avoir une analyse sur la multi-exposition parce que nous avons maintenant des cartes individuelles par source. Puis l'annexe 3 de la directive a été mise en œuvre l'année dernière. Et là aussi, les effets sur la santé seront pris en compte lors du prochain cycle. Et voir également si les mesures adoptées lors du dernier cycle ont porté leurs fruits. Étape 3, elle est en cours, donc concertation, coopération avec les parties prenantes. Et là aussi, nous voulons coopérer encore davantage avec les communes pour savoir quelles mesures auraient du sens au niveau local ou voir s'il y a déjà des mesures mises en œuvre au niveau local. Ensuite, pour ce qui est des projets de plan d'action, oui, lors du prochain cycle, il y aura de nouvelles mesures qui seront prises en compte et peut-être qu'il faudrait réévaluer les valeurs limites. L'OMS a publié de nouvelles lignes directrices en 2018 et nous avons un an de plus maintenant pour soumettre les plans d'action parce qu'en fait, tout ce cycle comporte donc plusieurs années et c'est un processus sur la durée. Et puis, il y a toute une série de discussions qu'il faut mener pour trouver les mesures. Donc,
il n'est pas étonnant que nous ayons obtenu un an de plus au niveau européen pour soumettre un plan d'action contre le bruit en 2024. Pour finir, je voulais juste vous indiquer que toutes nos données, elles sont disponibles sur Umwelt LU, sur le géoportail. Et comme les collègues l'ont dit, si vous avez des questions, envoyez-nous vos questions. Nous sommes là pour vous et essayerons d'y répondre. Merci vielmals, Isabelle Neglen. Merci beaucoup, Isabelle Neglen, pour ces explications concernant la pollution sonore. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre programme d'aujourd'hui. Donc, à la fin, nous avons obtenu des informations très détaillées sur la qualité de l'air, sur les sources d'émissions, sur la pollution sonore. Donc, il y a pas mal de questions qui ont été envoyées. J'ai essayé de les regrouper. Alors, tout d'abord, en ce qui concerne la définition de la qualité de l'air, donc pour bien distinguer entre les études, donc la qualité de l'air se définit par la santé de l'homme, c'est ça? Donc l'autre étude qui concerne les émissions, là, il y a certaines choses qui peuvent avoir une influence sur la santé de l'homme. Oui, mais voilà, c'est ça prioritairement ce que nous respirons et les émissions peuvent avoir un impact sur la qualité de l'air, mais les émissions qui sont dégagées, qui ensuite se retrouvent dans l'eau, sur le sol, et il y a l'acidification, d'autres problèmes environnementaux qui sont causés par les émissions. Ce n'est pas uniquement la qualité de l'air, mais entre autres. Et pour les émissions, on a parlé des différentes sortes d'émissions. On a parlé de l'ozone, de l'ammoniac, des particules fines, des oxydes d'azote. Pour peut-être commencer avec les oxydes d'azote, donc c'est notamment la circulation routière qui en est une source. Et en ce qui concerne donc les véhicules diesel, est-ce que le déclin du diesel peut constituer une source d'amélioration pour les émissions d'oxyde d'azote, peut-être une amélioration pour le CO2? Oui et non. Bon, si on réduit la combustion de diesel et qu'on passe à l'essence, c'est mauvais pour le climat. Mais pour l'essence, on a d'autres problématiques dans le domaine des particules fines, par exemple, parce que les nouvelles voitures modernes à injection d'essence, donc une injection directe d'essence, des émissions de particules fines. Et normalement, là, on devrait travailler avec des filtres à particules. Hein. Donc, ce serait peut-être mieux de laisser de côté le diesel, mais pour le remplacer par les nouvelles technologies plus durables, que ce soit l'électromobilité, donc l'hydrogène par exemple, qui est peut-être plus efficace pour le transport lourd plutôt que pour le travail, pour la circulation individuelle. Et lorsqu'on dit réduire les diesels, alors il ne s'agit pas de dire alors on prend du diesel bio. Non, parce que le diesel bio dégage également des émissions. Donc pour le CO2, par exemple, il est mieux classifié parce qu'il provient d'une source renouvelable. Mais pour la qualité de l'air, par exemple, pour les émissions, cela n'a fait aucune différence. Donc là, je propose vraiment de passer au transport public ou alors de prendre le vélo ou de marcher. Et donc de prendre les nouvelles technologies comme l'hydrogène, etc.
Alors, pour le diesel, ce ne sont pas uniquement les oxydes d'azote qui jouent un rôle, mais également les particules fines. Une autre source d'émissions qui est souvent liée, surtout ici au Luxembourg, parce que nous n'avons qu'un seul aéroport, donc c'est le kérosène. Et là aussi, on a reçu une question d'un citoyen intéressé concernant le kérosène. Est-ce que nous avons des chiffres? Alors, on demande donc de l'effet sur le CO2. Il faudrait peut-être différencier ce qui peut être dit par rapport au kérosène. Et puis une autre question, combien de tonnes de kérosène devraient être économisées pour atteindre les objectifs climatiques? Mais tout cela est encore en cours de discussion, donc on ne peut pas répondre comme ça à cette question-là. Mais pour cela, il y aura un autre rendez-vous à l'automne qui sera organisé de manière similaire que cet événement d'aujourd'hui et on reviendra à ce genre de questions évidemment à ce moment-là. Mais donc nous avons la voiture d'un côté et maintenant quand on prend l'aéroport, il dégage quoi comme émission? Eh bien, lorsqu'on regarde uniquement la pollution atmosphérique, là, l'aéroport en fait partie, oui. Nous dressons le bilan, nous avons un inventaire, nous procédons à des calculs chaque année. Il y a des éléments dont on tient compte. Donc, on a la vente de kérosène ici au Luxembourg, mais également donc les mouvements du trafic aérien, donc des avions, par exemple, qui n'achètent pas le kérosène ici au Luxembourg, mais qui l'utilisent quand même, donc leur kérosène, pour faire les trajets. Donc, on a l'atterrissage, on a les départs. Bon, ce qui est le domaine cruise, donc ce qui se passe au-dessus du Luxembourg, ben, c'est calculé, mais on ne le regarde pas de plus près parce que cela n'entre pas dans le bilan national, cela ne fait pas partie de nos objectifs nationaux. Ce n'est pas vraiment une source prioritaire parce qu'elle reste relativement petite par rapport à toutes les autres sources que nous avons. Bon, il faudrait regarder les chiffres qui sont disponibles publiquement. Je peux y revenir ou alors je peux répondre à cette question par écrit, mais ce n'est pas notre priorité. En ce qui concerne le climat maintenant, eh bien là, on tient vraiment compte des chiffres de l'aéroport. On peut retrouver ces chiffres dans l'inventaire des émissions ayant des effets sur le climat. Mais parmi les mesures que nous devons prendre, que ce soit en fonction du protocole de Kyoto, de l'accord de Paris, là, on ne parle pas vraiment du kérosène. Mais bon, ce sont des discussions qui doivent être menées à un niveau international pour insérer cela dans le règlement global. Mais là, nous ne sommes pas vraiment responsables. C'est plutôt au niveau du ministère qu'on doit prendre cette décision, si ce n'est pas au niveau international, comme on l'a déjà dit. Donc, au mois de décembre, il y aura de nouveau un sommet où on décidera de ces choses-là. Et lorsque cela arrivera, il faudra y travailler. Voilà, donc les chiffres qui ont été demandés, on vous les fournira, on vous répondra par écrit. Une autre thématique que nous avons abordée, c'était les particules fines. Pour toi, éventuellement, Marc, tu as évoqué la biomasse. Et pour les particules fines, on pourrait peut-être regrouper deux questions. Donc, il y a des innovations technologiques qui pourraient permettre des réductions, mais maintenant, il y a aussi les freins qui posent un problème. Et puis, lorsqu'on passe à la biomasse, bien, lorsqu'on essaye d'éteindre la combustion de biomasse, il faut éventuellement prévoir un filtrage. Donc maintenant, on a les grandes installations équipées de filtres, les petites installations qui n'en ont pas. Donc c'est assez compliqué, ça me paraît assez compliqué. Oui, donc il y a des installations à filtre pour les petites installations également, mais au niveau du coût, ce n'est plus si intéressant que ça, parce que lorsqu'on construit de grandes installations, eh bien à ce moment-là,
il faut prévoir des filtres, de grandes installations pour filtrer, mais lorsqu'on considère cela dans le contexte des coûts globaux, ben, cela est plus avantageux que pour les petites installations. Mais lorsque on utilise du bois pour chauffer, eh bien, les émissions sont 300, 400 fois plus élevées que pour une combustion de gaz. Et c'est pour cela que nous disons, même quand on passe au pellets, donc il y a des petites installations qui sont équipées, on ne peut pas y insérer tout simplement les pellets ou le bois, donc il y a un système qui prévoit la quantité d'air qui est insérée dans le cycle, etc. Et là, on se situe à un certain niveau qu'on peut comparer aux chaudières, au chauffage mazout. Donc, il faut toujours regarder les deux côtés. Et cela est demandé par la directive également. Donc, en ce qui concerne la biomasse, il faut aussi trouver la balance, trouver un équilibre. Mais oui, c'est peut-être plus facile de travailler avec de grandes installations et puis travailler avec des réseaux de distribution plutôt que d'installer chacun chez soi sa petite installation de biomasse parce qu'il faut les entretenir. On ne peut pas tout simplement les faire tourner. Et puis, il y a des installations pour filtrer qui se trouvent pas au niveau du chauffage, mais à un autre endroit de la maison. Donc, il faut regarder tout cela. C'est vraiment à suivre. Oui, et donc c'est un sujet qui permet de voir que voilà, ce qui réduit les émissions d'un côté n'aide peut-être pas le climat de l'autre côté ou vice-versa. Donc, à suivre. Et puis, voilà, on arrive à la fin de notre conférence, mais avant de passer à la dernière intervention, peut-être encore une dernière question par rapport au potentiel de réduction grâce aux avancées technologiques. Donc ici, par exemple, pour le Luxembourg, au niveau de la qualité de l'air, on a des hotspots parce que bon, les Luxembourgeois aiment bien acheter de nouvelles voitures et donc ceci a peut-être permis de réduire les valeurs de manière assez rapide. Mais qu'en est-il du trafic aérien, du trafic ferroviaire? On a les silent breaks. Les voitures électriques sont peut-être moins source de pollution sonore. Que diriez-vous par rapport à cela? Eh bien, au niveau européen, nous avons une législation qui prévoit les règles en la matière. Pour les avions, par exemple, on dit que d'ici l'année X, on doit atteindre une certaine classe. Donc, avoir des avions qui fassent moins de bruit. Avant, on a déjà parlé des freins. Maintenant, pour les voitures électriques, en effet, il existe déjà des analyses, pas uniquement pour le Luxembourg. Oui, nous avons regardé cela en interne pour les objectifs à l'horizon 2030, mais il y a d'autres instituts de recherche au niveau européen également qui ont constaté que la diversification, ou l'électrification plutôt, ne nous aiderait pas tellement parce que pour la pollution sonore, on ne regarde pas uniquement le moteur, mais également le bruit de la voiture sur la route, etc., sur le revêtement. Donc, il faut aussi que les voitures produisent un certain bruit pour qu'on puisse les remarquer dans la ville, par exemple. Donc, ça, c'est à voir. Et puis, oui, on avait parler donc de ce mur anti-bruit en forme de Z qui a été développé par les CFL. Mais oui, c'est la structure en forme de Z. On a essayé aussi d'avoir une conception plutôt moderne, attrayante. Et effectivement, il y a des cassettes
où on absorbe le bruit. Voilà, on a couvert la pollution sonore également. Donc maintenant, il y a encore de petites questions de détails qui nous feraient dépasser le cadre de l'événement aujourd'hui. Donc, je vous dis merci, Pierre, à Marc et à Isabelle. Et je propose donc de clôturer le chapitre sur l'air et la pollution sonore maintenant, mais je passe encore la parole à Madame la Ministre pour clôturer la journée. Merci beaucoup, Thomas Schoss, pour la présentation, pour la modération. Merci à tous les intervenants pour les différents secteurs, donc des différentes administrations, des différents ministères, de nous avoir donné un aperçu général de l'état de notre nature, de notre environnement, qui est vraiment déterminant pour notre qualité de vie. Nous avons parlé de la qualité de l'air, donc cela a vraiment trait à notre santé. Et au cours de ces dernières années, de ces derniers mois, nous sommes devenus plus sensibles. Au début de la pandémie, nous avons vraiment pu observer une réduction de la pollution sonore due à une réduction du trafic, de la circulation. Aujourd'hui, donc, nous avons essayé de voir à quel point tout est lié. Et évidemment, un bon état de notre nature, de nos eaux, de nos cours d'eau est vraiment crucial. Mais il faut avoir le moins de pollution possible par les médicaments, par les différentes substances, par la circulation aux différents sites pour pouvoir offrir une bonne qualité de vie. J'espère vraiment qu'on a pu vous donner une vue globale de l'état de notre nature, de notre environnement et de vous présenter les défis dans un pays aussi dynamique que le Luxembourg, parce que nous travaillons vraiment sur les grands plans, que ce soit les eaux, que ce soit la nature, que ce soit le climat. Et donc, nous allons lancer un autre événement le 4 mai, donc avec un événement public qui aura lieu pour le plan d'exploitation. Ce sont des points où nous avons travaillé sur la législation ces dernières années. Nous avons vraiment donné un aperçu sur les différents axes. Donc une loi, une législation sur les forêts pour mieux protéger nos forêts, pour avoir une protection du climat, mais également une loi sur la protection du sol. Nous avons parlé de l'économie circulaire. Là aussi, il y a des projets, des avis qui ont été lancés. Nous essayons vraiment de lancer, de mettre en œuvre cette stratégie avec les différents acteurs. Nous avons déjà travaillé main dans la main avec les différents acteurs. Il y a différentes mesures qui ont été réalisées, mais pour le reste, on a besoin de vous, les spectateurs, avec vos visions, avec vos idées, mais nous avons besoin de savoir où nous situons-nous pour l'instant. Quel est l'état actuel? Où faut-il amorcer? Où faut-il continuer à travailler? Et voilà, il y a beaucoup de ministères, beaucoup d'administrations qui ont essayé de faire le point. Il y a beaucoup d'acteurs aussi au niveau communal et dans la société civile, dans l'agriculture, qui ont contribué aux différents projets. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet événement, que ce soit ici sur place ou alors derrière, dans les coulisses. Un tout grand merci. Merci aux interprètes. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et voilà, je vous dirai merci. Je vous dis au revoir. Je vous dis merci à vous tous pour votre présence et j'attends avec impatience les prochains rendez-vous et la grande discussion qui aura lieu sur la grande question du climat à l'automne. Mais avant, il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail. Mais merci et au revoir.